Vous êtes en direct de Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Tosungana Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu hommage à Léon Ngoulou à la cathédrale Notre-Dame de Lingouala. C'est dans une ambiance teintée d'émotion, de recueillement et de grande dignité que s'est déroulée la messe en l'honneur du patriarche Léon Ngoulou, décédé à Kinshasa le 4 février 2023 à l'âge de 89 ans. Le détail, c'est avec Patrick Lokala. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était présent ainsi que de nombreuses personnalités venant du monde politique, économique et social de la RDC. Homme politique de premier plan, Léon Ngoulou avait participé à la table ronde politique de Bruxelles de 1960 à l'aube de l'indépendance du Congo belge. Ce leader originaire de la province de l'Équateur, plusieurs fois ministre, gouverneur de province, sénateur et influent membre du MPR, parti unique, a eu une longue et riche carrière au sein des institutions de la Deuxième République. Sa stature politique, sociale et son aura auprès de la population de son fief électoral avait fait du patriarche Léon Ngoulou un sage bien respecté dans la classe politique congolaise. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil de l'illustre disparu en signe de respect et en hommage à sa mémoire. Changeons complètement de chapitre. Le secrétariat général de la jeunesse a désormais un nouveau cadre organique. C'est ce qui ressort du tête-à-tête tenu entre le patron de la jeunesse congolaise, le docteur Yves Bunkoulouzola, et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa. Le détail, c'est dans cet élément. C'est l'aboutissement d'une réforme initiée par le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le docteur Yves Bunkoulouzola. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, a signé l'arrêté portant sur ces nouveaux cadres organiques lundi 13 février 2023 à Kinshasa. Des nouvelles directions ont été créées, notamment celle de l'initiation à la nouvelle citoyenneté et celle de la cohésion nationale. Prenant la parole à l'issue de cette cérémonie officielle, le numéro 1 de la jeunesse congolaise a relevé que plusieurs autres innovations ont été apportées. Yves Bunkoulouzola signale par ailleurs l'installation effective de l'administration dans les nouvelles provinces démembrées qui manquaient les services déconcentrés. Ceci va répondre efficacement aux différents problèmes, martèle Yves Bunkoulouzola. Le patron de la jeunesse congolaise reste convaincu que ces nouveaux cadres organiques qui ajoutent des directions de métier va permettre de répondre à toutes les questions liées aux problèmes de la jeunesse congolaise. Les comportements de certains hommes politiques congolais laissent beaucoup à désirer à travers le média, même dans leur environnement immédiat. Il est surtout difficile de faire une démarcation entre l'homme politique qui est censé donner l'exemple aux autres, vu le rôle qu'il est appelé à jouer dans la société, et certaines personnes qui sont dépourvues de bon sens faute d'éthique. Roland Isso a mis la main sur le professeur Rémi Moussoungaï, qui insiste sur l'importance de l'éthique dans le chef de l'homme politique congolais. On l'écoute. Un État sans éthique est comparé à un corps sans vie. De même, une entreprise qui ne met pas l'éthique au centre de sa production est une entreprise vouée à disparaître, selon Samalou Kondé, Premier ministre congolais. L'éthique aujourd'hui n'occupe plus une place de choix dans le chef des hommes politiques congolais, raison pour laquelle le pays tarde à décoller. Le professeur Rémi Moussoungaï, dans un entretien exclusif accordé à Tosungana Télévision, place l'éthique au centre de la vie humaine. Mais vous savez, les règles de bien vivre existent. Lorsque nous sommes dans une société, nous devons savoir qu'il y a des règles à observer pour le vivre ensemble collectif se passe dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas être dans la société et adopter un comportement qui indispose les autres. C'est ainsi que le bien parler, surtout en politique, compte beaucoup. Le bien écrire aussi, parce que je vais enseigner cette fois-ci, en plus de ma charge horaire habituelle, le cours de correspondance administrative. Donc il faut savoir écrire. Le bien écrire administratif existe. Et le bien parler politique. C'est le cours d'éthique que j'ai donné aujourd'hui qui vient d'être transformé en symbole et valeurs républicaines. Donc il faut savoir se comporter, être modeste dans le langage. Savoir que quand vous vous adressez à quelqu'un, il faut lui donner le temps de vous apprécier. Mais quand vous parlez mal,
voilà, vous n'avez pas de place. Hein? Il y a beaucoup de règles dans ce domaine. Il y a l'éthique et la déontologie professionnelle que j'ai enseignée en deuxième licence en relations internationales l'année passée. C'est pour vous dire que nous devons observer les règles de bienséance et d'urbanité. Il faut savoir se comporter, on est en société, il faut savoir se comporter. Il faut savoir respecter celui qui est en face de vous. L'homme politique congolais doit observer avec beaucoup d'attention les principes directeurs de l'éthique dans la gestion des biens publics pour le décollage de ce pays victime des antivaleurs orchestrées par certaines personnes occupant des postes de responsabilité. Lancement des opérations d'enrôlement et d'identification dans l'heure opérationnelle 3 et dans les zones des conflits, la CENI s'en remet au cadre de pilotage pour la sécurisation du processus électoral dans une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo. Les détails, c'est dans cet élément. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à lancer le 16 février prochain les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans les aires opérationnelles 3 où sont enregistrées plusieurs poches d'insécurité. Il s'agit du Nord et Sud Kivu, le Maniema, le province issue du démembrement de la grande province orientale, mais aussi de Maïndombe dans Kwamut, ainsi qu'une partie de Kinshasa dans la commune de Maluku. Pour ce faire, le délégué de la centrale électorale se sont de nouveau confiés au comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral, cadre institutionnel constitué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Aselo Okito-Wakoi, aussi président de ces comités, du ministre de la Défense, de la police nationale et les services d'intelligence, mais aussi de la CENI, dont le président Kadima occupe le poste de vice-président du comité de pilotage. C'est une question qui préoccupe l'ensemble du gouvernement. Et même le chef de l'État, vous le savez, il est en train de se déployer chaque jour pour que la situation sécuritaire dans cette ère opérationnelle soit sensiblement changée. La CENI s'est fait également ce souci-là. C'est comme ça que son président est allé voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a invités, le ministre de la Défense et moi-même, pour nous faire savoir la préoccupation de la CENI, celle de savoir dans quelle mesure elle peut lancer l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. À l'en croire, la CENI a difficile à accéder facilement dans plusieurs zones des aires opérationnelles 3 pour raison d'insécurité. Elle n'essaie donc pas de déployer ses matériels et son personnel. C'est ainsi que la CENI s'est confiée au gouvernement à travers ceux qui gèrent la sécurité nationale pour accéder à ces zones. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a toutefois rassuré à la CENI en sa qualité du président du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral que le gouvernement congolais a pour priorité à l'instant que tout Congolais participe à ces processus électoraux et que le gouvernement a mis toute le batterie en marche pour ses fins. Rachel Mukasa, préposée polyvalente, a reçu le prix d'honneur et de mérite pour s'être opposée à la corruption dans l'exercice de sa tâche. Cette cérémonie a été organisée au secrétariat exécutif provincial de la CENI à Kinshasa. Les détails, c'est dans cet élément. La matinée électorale organisée au secrétariat exécutif provincial de la CENI Kinshasa à l'initiative des organisations de la société civile et des droits des femmes sous les thèmes « Lutte contre les violences électorales faites aux femmes pour une forte participation dans les fichiers électoraux » à la salle de réunion du secrétariat exécutif provincial de la CENI Kinshasa. L'objectif de cette activité consistait à faire un état des lieux sur les violences électorales faites aux femmes à la capitale congolaise. C'était également une occasion de décerner une récompense pour un acte de bravoure à Rachel Mukasa Bongele, préposée polyvalente. Une reconnaissance pour magnifier la lutte
contre les antivaleurs observées pendant l'opération de la révision du fichier électoral. À mon nom et au nom de tout le personnel de la CENI Ngaba, je tiens à vous remercier sincèrement de votre soutien moral, matériel que vous avez porté à ma modeste personne pendant tous ces moments que j'avais connus des difficultés énormes. Et en fait, pour moi, la lutte contre la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Sur mon mémoire, vers même mon TFC, j'avais parlé de la politique criminelle de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Et là, j'avais cité quelques secteurs ou institutions vulnérables. Je vous promets que je ne laisserai pas, je continuerai à lutter contre ces fléaux jusqu'à ce qu'on va l'éradiquer dans notre pays. Intervenant au nom du président Denis Kadima empêché, Madame Sylvie Berambano a mis en avant un principe important prôné par le nouveau management de la CENI. Par ailleurs, le secrétaire exécutif de la CENI Kinshasa, Madame Anne-Marie Mukwayanzo, a loué d'une part la détermination dont a fait preuve cette préposée dans l'exercice de sa tâche. D'autre part, elle a édifié la jeunesse pour qu'elle s'inspire de cette qualité morale en s'opposant aux mauvaises pratiques qui minent la société congolaise. Avant la remise du certificat à la bénéficiaire par la déléguée des organisations de la société civile et des droits des femmes, Madame Faïda Mwangilwa, le chef d'antenne CENI Limité, Willy Sumbela, a fait part à l'assistance du traitement de violence qu'elle a subi par un groupe d'inciviques suite à son opposition au monnayage au sein de la file d'attente placée sous sa responsabilité. Pour rappel, c'est le 20 janvier 2023 dans la commune d'Engaba, précisément sur l'avenue Kisangani numéro 49 bis, où se trouve le centre d'inscription groupe scolaire Mwinda, qui s'est déroulé cette scène. Elle s'est publiquement dressée contre une proposition de corruption pour rendre service. La sensibilisation continue à quelques jours de la fin des opérations d'enrôlement dans la capitale congolaise. C'est le cas ici de Kasongo Mpanu Cliff qui a obtenu sa carte d'électeur à l'EP1 Lisala dans la commune de Kinshasa. Il a saisi de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui traînent le pas. Les commentaires, c'est avec Stéphanie Mpagna. C'est dans une ambiance festive que Kasongo Mpanu Cliff, alias Jacques Bauer, accompagné de ses compatriotes, se sont rendus à l'EP1 et de Lisala pour l'obtention de sa carte d'électeur. Arrivé sur les lieux, le concerné a été accueilli par les agents de la CENI qui l'ont invité à remplir quelques formalités, signalant que c'est ici que Kasongo Mpanu a fait ses études primaires. Devoir civique accompli, au sortir de la salle, Mpanu Cliff n'est pas resté silencieux. Il a profité de cette occasion pour lancer un vibrant appel à sa base, maman, papa, jeunes et vieux de la commune de Kinshasa, à faire comme lui. Nous avons devoir aider la population congolaise à Kasavubu. Donc de temps en temps, je suis avec eux en distance et puis je viens souvent. Donc, on somoni awa et les équipes à l'éloté. Et zalaga moni cette fois-ci to lamuki to sunga Kasavubu. Na sengi na congolais nyonso ou avani na Kasavubu ba s'enrôler. Non seulement pour nanga, pour na Congo, non seulement pour na Congo, pour l'intérêt na Emoko parce que ça va nous servir dans beaucoup de choses. Il promet par ailleurs de s'engager en commun accord avec les siens à leur offrir l'opportunité d'être utile dans la société et aux plus jeunes d'obtenir les visas d'études leur permettant de poursuivre leur formation à l'extérieur du pays. Il n'a pas oublié de donner un nouvel aspect à la commune de Kinshasa. Et puis en sécurité, environ 800 ex-combattants ont été recensés au centre des transits du programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire PDDRCS à Uvira au sud Kivu. C'est le coordonnateur de ces structures, Odifax Akilimali, qui l'a livré le lundi 13 février 2023. Natacha Bomongo pour le commentaire. Lors de sa mission à Uvira, le coordonnateur provincial adjoint du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion Odifax Akilimali a précisé qu'environ 800 ex-combattants ont été recensés depuis 2017 au centre de transit du PDDRCS. Il a annoncé également les débuts de l'identification biométrique de ces ex-combattants. À travers cette identification, ces ex-combattants vont recevoir une carte de démobilisation avant d'être orientés au programme.
Au cours de sa mission à Uvira, l'équipe du PDDRCS a noté les conditions minimales de viabilité du centre d'instruction de Luberizi. Ce centre d'instruction est équipé des bornes fontaines pour de l'eau potable, d'un centre de santé et des dortoirs. Cependant, il reste quelques travaux de réhabilitation et de reconstruction des hangars et des baraques pour le rendre capable d'accueillir 1000 rendus dans le cadre du PDDRCS. Après Luberizi, l'équipe du PDDRCS Sud Kivu s'est rendue au site de Bouéguira, dans la plaine de la Ruzizi, où plusieurs autres projets sont envisagés dans le cadre de la réinsertion socio-économique des ex-combattants. En sport, le stade de Martyrs de la Pentecôte fait objet de sanctions des instances internationales de football alors que les travaux de réhabilitation s'effectuent pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui reste à faire exactement ou qu'est-ce qui a été fait jusque-là? La réponse, c'est dans ces reportages signés Patrick Lokala. Malgré la sanction de la CAF interdisant le déroulement des rencontres internationales au stade de Martyrs, ce grand temple du football connaît une transformation à l'intérieur avec la pose des chaises à tous les niveaux, l'installation des projecteurs de l'heure de jeu et la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Ces travaux sont à 90% terminés, confie l'ingénieur Basile Kanga. En fait, pour ce qui concerne les travaux qui nous ont été confiés, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 99%, même plus de 99%. Des travaux effectués. Puisque qu'est-ce qui nous a été demandé? Ce qui nous a été demandé, c'était de mettre la lumière de l'aire des jeux, le projecteur de l'aire des jeux, la lumière à l'intérieur et à l'extérieur du stade, ainsi que la pose des sièges. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je te parle, le stade des Martyrs est garni à 100% des sièges. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de sièges. Toutes les places ont été garnies. Donc, ce qui veut dire qu'en ce qui concerne ma société, tout ce qui m'a été demandé a été fait. Donc j'ai mis les projecteurs de l'aire des jeux, les lumières à l'intérieur du stade, les lumières à l'extérieur du stade, les sièges dans tous les stades, ça a été fait. Donc, avec la capacité d'accueil de plus de 80 000 personnes, le stade de Martyrs n'a jamais bénéficié d'une homologation totale de la part de la CAF. La plupart des matchs internationaux se sont joués l'année dernière par dérogation en attendant la fin totale des travaux. Je vais m'adresser très clairement à l'opinion publique congolaise. Le stade des Martyrs a été fermé depuis 2017, selon les inspecteurs de la CAF. À chaque fois, on nous demandait de faire des travaux, ou on demandait au gouvernement d'effectuer des travaux. Le gouvernement effectuait un certain nombre de travaux, on donnait la dérogation. Ce stade n'a jamais été homologué officiellement depuis 2017. Donc, à chaque fois qu'un peu de travaux étaient faits, on donnait une dérogation. On jouait les éliminatoires de la CAN, les interclubs. Juste après, les stades étaient fermés. On obligeait le gouvernement à faire encore des travaux. Et on avançait. C'est comme ça que quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé moins de 6 000 sièges au niveau du premier niveau. Nous avons mis pratiquement une vingtaine de mille de sièges au premier niveau. Le premier niveau est complètement full. On a mis la lumière. Il y a la société qui a fait la pelouse et l'autre qui a fait les vestiaires. Le travail a été fait. Nous avons joué à partir du match contre le Bénin, je pense. Après, on a joué les interclubs, le Madagascar aussi. Nous avons joué le barrage contre le Maroc dans ces stades. Mais les stades n'étaient pas homologués, les stades avaient une dérogation. Concernant la tribune des presses, tout le matériel est disponible pour la construction de ces cadres permettant aux journalistes de faire dans de bonnes conditions leur travail. Tout ce qui me reste à faire, c'est juste la pose des sièges et des tables pour la tribune de presse ainsi que les câblages. C'est tout ce qui reste. Je pense que j'étais avec vous au dépôt. Vous avez vu les sièges, vous avez vu les tables. Donc, on n'a presque plus rien à faire commander de l'extérieur. Les câblages, on va l'avoir ici. Donc, en 3, 4, 5 jours, nous pouvons finir complètement la tribune de presse et mon travail sera terminé. Signalons que selon les inspecteurs de la CAF, les installations sanitaires pour spectateurs sont catastrophiques, ainsi que la propriété générale du stade. D'autres conditions ont été posées par les émissaires de la CAF pour l'homologation totale de l'ex-stade de Kamanyola. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur Molière Télévision. En attendant, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.